Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Le cosmos semble rempli d'événements transitoires. En plus des astres qu'on a l'habitude d'observer chaque nuit, il arrive que des phénomènes se manifestent pendant quelques années, quelques semaines, quelques secondes ou même quelques millisecondes. La détection et la compréhension de ces événements passagers constituent un domaine de travail de plus en plus important de l'astronomie. Bien sûr, on ne comprend pas toujours immédiatement les événements qui sont perçus. Depuis presque 20 ans, certains d'entre eux forment une énigme particulièrement complexe, les sursauts radiorapides. Leur nom est assez explicite, il s'agit de brefs flashs d'énergie émis dans le domaine radio. Leur source émet l'équivalent de toute l'énergie produite par le Soleil pendant plusieurs jours en quelques millisecondes. Ces signaux sont très puissants et voyagent donc loin. La majorité des sursauts radiorapides sont ainsi issus d'autres galaxies. Ces dernières années, des pistes ont commencé à émerger pour éclairer leur origine. On a pu par exemple relier un de ces sursauts à un magnétar, une étoile à neutrons disposant d'un champ magnétique extrêmement puissant. Il semble pourtant que les sursauts radiorapides, abrégés FRB depuis l'anglais, aient des sources multiples. En effet, certains d'entre eux se produisent une fois avant de disparaître à jamais, tandis que d'autres sont répétés. Leur signal se produit à plusieurs reprises en adoptant parfois un motif périodique. Aussi, les hypothèses se multiplient pour expliquer ces différences. Récemment, l'étude des galaxies hautes de FRB a semblé apporter une piste intéressante. Elles ne peuvent pas toujours être étudiées, mais lorsqu'elles le sont, elles se révèlent être des galaxies en pleine collision. Cette particularité a donné naissance à une hypothèse. Deux galaxies qui fusionnent donnent lieu à un bref épisode de formation stellaire intense, au gré de la rencontre de leurs nuages de gaz et de poussière. Il est ainsi possible que ces épisodes de fusion donnent notamment naissance à des étoiles immenses. Ces étoiles pourraient ensuite à leur tour faire naître des magnétars après être parties en supernova. Et c'est pourquoi les FRB seraient détectés dans ce type de galaxie. Le problème, c'est que l'échantillon qui supporte cette hypothèse est faible. On parle de 5 galaxies qui ont pu ainsi être étudiées. Cet échantillon vient par ailleurs de se trouver un contre-exemple. Une équipe a ainsi pu pister un FRB jusqu'à sa galaxie hôte. Et surprise, cette dernière est d'un calme olympien. Elle ne semble pas subir de collisions ou de perturbations importantes. Elle a pourtant réussi à donner naissance à un FRB. L'hypothèse des étoiles massives qui naissent dans les fusions de galaxies n'est donc peut-être pas la bonne, ou du moins, elle semble être incomplète. L'origine des FRB continue donc de fuir les tentatives d'explication. Il y a certainement au moins une partie d'entre eux qui sont reliables à des magnétars, mais des phénomènes différents pourraient aussi entrer en jeu. D'autres équipes ont ainsi mis en avant des sources binaires, où des pulsars forment un couple avec des étoiles géantes. Les observations de longue durée de sources de FRB répétées portent également leurs fruits. Il y a quelques semaines, une équipe qui a scruté un FRB pendant 17 mois a pu observer des changements de direction de la source du FRB par rapport à un champ magnétique, qui pourrait être celui d'une étoile massive. Ces petits éléments s'ajoutent les uns aux autres pour contraindre progressivement la source de ces phénomènes. Le mystère des FRB ne sera ainsi probablement pas résolu d'un coup, mais à travers une très longue enquête faite de dizaines ou centaines d'observations. On continue ce DNDE sur Mars où le rover chinois Zhurong multiplie les découvertes malgré un état précaire. Sa mission n'est pas officiellement terminée, mais la CNSA semble avoir bien du mal à le remettre en état de marche. Quoi qu'il en soit, il a mené entre mai 2021 et mai 2022 une belle année d'exploration active, au cours de laquelle il a parcouru un peu moins de 2 km dans la région d'Utopia Planitia. Sa mission était en partie tournée vers la recherche de l'eau, présente ou passée sur la planète rouge. De ce côté, il semble avoir marqué des points. En s'appuyant sur l'analyse de 106 des panoramas pris par le rover, une équipe internationale pense pouvoir confirmer que la région martienne, dans laquelle il évolue, a un jour abrité un océan.
L'hypothèse n'est pas nouvelle, on sait que Mars a abrité des liquides en surface voilà 3 à 4 milliards d'années. Sa petite taille ne lui a pas permis de conserver un champ magnétique, et en l'absence de ce dernier, son atmosphère a progressivement été érodée par les vents solaires. Mars a ainsi perdu une bonne partie de sa pression atmosphérique et ses températures de surface ont chuté. Cela a entraîné la fin de l'eau liquide en surface. La planète a depuis peu évolué, si bien que Zhurong a pu capturer des dépôts qui semblent illustrer des flux et reflux d'eau liquide. Ce type de circulation n'est pas courant dans les fleuves, où l'eau court toujours dans la même direction. C'est plutôt un comportement qu'on trouve sur les côtes des grands océans, du moins sur Terre. Mars ne disposant pas de grands satellites, ses effets de marée sont potentiellement minuscules, si tant est que Phobos et Deimos étaient déjà là à l'époque où Mars avait des océans. Les dépôts observés par Zhurong collent cependant plutôt bien avec un océan aux faibles flux et reflux. En continuant d'explorer la région, il sera peut-être possible de dresser la carte de son étendue. Ce qui pourrait en retour indiquer où il est préférable de chercher des traces de vie passée. Les missions vers la planète rouge sont encore peu nombreuses, mais elles pourraient à l'avenir se multiplier. On a vu aux États-Unis le secteur privé s'emparer des vols orbitaux, puis des vols habités vers l'ISS. D'ici quelques mois, des entreprises privées devraient commencer à mener des missions lunaires à la demande de la NASA. Certains anticipent déjà qu'il en sera de même pour Mars. Relativity Space et Impulse Space, deux startups du New Space américain, se sont ainsi alliés pour proposer une première mission martienne privée en 2026. Elle décollerait grâce à la fusée Terran Air proposée par Relativity et se poserait sur Mars grâce à un atterrisseur développé par Impulse. Pour le moment, la NASA n'a pas exprimé de besoin pour des atterrissages martiens privés, mais elle pourrait assez logiquement aller dans cette direction. Se poser sur Mars est extrêmement difficile. Avoir un ou deux acteurs qui se spécialisent exclusivement dans cet exercice, puis commercialisent une solution pourrait séduire l'agence, et bien d'autres acteurs dans le monde qui n'ont pas encore réussi à se poser sur la planète. Passé le vol de démonstration en 2026, Relativity et Impulse souhaitent mener une mission par fenêtre de tir. S'ils parviennent à se poser à la surface du premier coup, nul doute que les candidats seront nombreux pour amener de la charge utile. Encore faut-il se poser sur Mars, ce qui reste en 2023 un exercice très périlleux. D'ailleurs, on voit déjà à quel point il est difficile de se poser sur la Lune. Il y a quelques semaines, c'est la sonde japonaise Akuto Air, elle aussi conçue par une entreprise privée qui en a fait les frais. Après un voyage parfait, le contact a été perdu quelques poignées de secondes avant l'alunissage. iSpace, la société qui avait conçu la sonde, a conclu à un crash. La sonde américaine, LRO, vient de leur donner raison. En survolant le site de l'atterrissage, elle a pu prendre quelques clichés qui nous laissent deviner des débris éparpillés dans la zone. Une zone de 80 mètres sur 60 semble avoir été impactée. iSpace a en parallèle mené une enquête sur la défaillance de sa mission. L'entreprise pense qu'elle doit être attribuée à une erreur de calcul. Akuto Air a mal évalué son altitude suite au survol d'une crête lunaire. Cela a entraîné une consommation inappropriée de carburant, puis une panne sèche. La sonde s'est retrouvée en chute libre sur plusieurs kilomètres, ce qui l'a accélérée à près de 500 km/h avant de rencontrer durement le sol de notre satellite. iSpace émet par ailleurs un regret, celui d'avoir changé le site d'alunissage 7 mois avant le début de la mission. Le premier qui avait été sélectionné était beaucoup plus plat et n'aurait probablement pas souffert d'une telle erreur de calcul. Comme quoi, il vaut mieux ne pas être trop ambitieux lorsqu'on réalise quelque chose d'aussi difficile qu'un premier atterrissage lunaire. Les échecs du New Space sont retentissants ces derniers jours. On a également confirmé la semaine dernière la faillite définitive de Virgin Orbit. L'entreprise, qui avait pourtant déjà mené plusieurs vols orbitaux avec succès, n'existe plus. Une partie de ses installations et de son outil industriel ont été rachetées aux enchères par des concurrents. Rocket Lab s'offre ainsi le site de production californien de Virgin Orbit. Pour l'entreprise de Peter Beck, c'est un beau coup de chance, car le site en question se trouve dans le même quartier que le siège social de Rocket Lab. Vast, une autre entreprise qui travaille sur une station spatiale privée, rachète le site de test de Mojave.
Il va notamment servir à mener des essais moteurs. Enfin, Stratolaunch Systems rachète le Boeing 747, dénommé Cosmic Girl, que Virgin utilisait pour ses lancements aéroportés. On ne sait pas trop ce que l'entreprise va en faire. Il servira peut-être dans des tests d'appareils hypersoniques. L'aventure Virgin Orbit se termine, mais celle de Virgin Galactic continue. Après 2 ans de pause, les vols de Spaceship Two viennent de reprendre. 6 employés de l'entreprise ont réalisé un vol de test jeudi dernier. A priori, tout s'est bien passé, et l'entreprise va pouvoir proposer des vols payants très rapidement. À voir si cela sera suffisant pour redresser sa santé financière, qui est tout aussi malmenée que celle de sa défunte cousine. Avant de nous quitter, je vous rappelle que cette émission continue en live tous les jeudis matins à 9h sur Twitch. Le lien pour y participer est en description. Ce DNDE touche pour sa part à sa fin. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 11 juin à 17h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour une matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.